sommes à Rome. Bienvenue à cette présentation de 10h. Floribert Boinachou, désolé, bienheureux. La messe de notification a eu lieu tout à l'heure. Pierre de Rome, le cardinal Fridolin Ambongo a fait un parcours élogieux pour celui qui entre désormais dans le panthéon de Bienheureux. Bienvenue à ce journal de 19h. Nous allons nous rendre à Lubumbashi où le mining DRC, les travaux se sont clôturés. C'est la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, qui a clôturé les travaux. Comme participant à la DRC Mining, le président de l'Expo Béton a dressé deux pistes de solutions pour un lendemain meilleur du secteur minier. Le détail avec notre envoyé spécial, Nadine Futuka. Les participants à la 20e édition de la DRC Mining Week ont formulé une série de recommandations dans la synthèse des 3 jours de travaux intenses. Au nombre de celles-ci, précise le coordonnateur de la cellule technique des coordinations et des planifications minières des fondements à la réalisation des fonds énergétiques pour booster le secteur minier et le renforcement du cadre juridique, mais le respect de ce cadre. Selon le rapporteur Dieudonné Ntambwe, les participants ont privilégié aussi dans leurs échanges la formation des ingénieurs pour prévenir l'évolution du secteur et l'amélioration de la politique générale de la gestion qui tient compte des effets collatéraux de la réalité sur terrain. De maintenir un dialogue permanent et inclusif entre le secteur privé et le secteur public. La promotion d'une fiscalité incitative et ordonnée plutôt qu'une fiscalité punitive a été aussi la collaboration régionale pour plus de résilience de l'industrie minière africaine. Les participants, affirme le reporter, se sont préoccupés également de l'élaboration des projets gagnants-gagnants dans les secteurs miniers au bénéfice des consommateurs des produits des mines. À Lubumbashi, Jean Bamanissa Saïdi se félicite du parcours de ce forum Expo Béton et pense à un lendemain meilleur pour les activités dans les jours à venir et surtout c'est un cadre d'échange pour les entrepreneurs. Bilan et perspective 20 ans après la création de la DRC Mining Week, le patron d'Expo Béton, Jean Bamanissa Saïdi, qui a participé à la première édition en tant qu'administrateur délégué de la FAC, s'est dit ravi du parcours de ce forum minier. Selon lui, c'est un beau cadre, les questions de développement, un champ pour les échanges entre entrepreneurs. Expo Béton a-t-on apporté du sien pour le rendre fonctionnel dans le cadre d'un lobbying à réaliser sur la construction qui touche aussi le mine. Nous avions parlé de questions de logement dans les mines. J'ai été très ravi d'entendre une députée provinciale revenir là-dessus. C'est ce que nous demandons toujours, c'est que les villes puissent se construire autour des zones minières et non pas des logements dans des camps miniers. C'est comme ça qu'on a aujourd'hui Kolwezi, on a aujourd'hui Lubumbashi, on a Likasi. C'était avec l'Union minière et la GECAMINE des cités, des agglomérations qui étaient ouvertes à tout le monde. Expo Béton prévoit d'œuvrer en synergie avec la GECAMINE et le gouvernement suivant la loi sur l'aménagement du territoire devant permettre la mise en place d'outils de planification. Si nous ne planifions pas correctement les choses, même le secteur minier va avoir des difficultés. Dans son fonctionnement, le transport des minerais, on a parlé des corridors, on a parlé des routes, on doit parler aussi de l'habitat et on doit parler de l'après-mine. Il s'y est de rappeler qu'Expo Béton est un salon de développement des villes, des corridors et zones économiques spéciales. 3 éléments qui rejoignent les développements de mines. Et puis, après la clôture par la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa, nos reporters ont recueilli quelques réactions. Aujourd'hui, DRC Mining devient carrefour de change. Ça fait 20 ans
que notre pays aujourd'hui est en train de montrer de quoi nous sommes un pays solution. Nous sommes en train de nous affirmer sur le plan international que tout ce que le monde en a besoin aujourd'hui, on peut venir chez nous. C'est comme ça que de tels échanges devaient se passer dans des pareils forums qui sont organisés par des organisateurs que nous saluons. J'ai aimé lorsqu'elle disait déjà que le gouvernement ne signera plus des contrats qui vont défavoriser le pays et travailler pour que le mine profite au développement du pays. Et ils ont bien évolué, c'est un beau cadre pour que les questions minières qui sont en train de se développer puissent en tout cas trouver un champ pour des échanges entre entrepreneurs. Et nous avons discuté, je pense qu'avec Expo Béton, nous allons mettre justement ce cadre plus fonctionnel sur le lobbying qui doit être fait, parce que si nous ne planifions pas correctement les choses, même le secteur minier va avoir des difficultés. L'organisation est toujours top. Il faut que le gouvernement se batte au travers du FOGEC, de l'ARESP et toutes ces autres structures, la NADEC, la POSEM, qui sont censées accompagner les entrepreneurs locaux. Les échanges ont été riches en beaucoup d'idées. Tout ce que je peux recommander, c'est qu'on puisse joindre l'acte à la parole. Nous venons de clôturer avec le discours de Madame la Première ministre, le discours du ministre des Mines. Et donc c'était riche en recommandations. Il y a eu aussi de la part du public et de la part du public des recommandations qui ont été faites. Et donc tout ce qu'il y a à faire, c'est de mettre tout cela en action. Il y a des bonnes idées qui se sont développées, des bonnes synergies. Il faut maintenant passer à l'acte. Ils ont décidé de mettre leur synergie ensemble pour le développement de leur province. Il s'agit des gouverneurs du Sud Kivu, du Nord Kivu et celui du Maniema. Un protocole d'accord a été signé à Kolwezi en marge de la conférence, de la 12e conférence des gouverneurs. Ils décident de marcher ensemble pour le développement de leur contrée. Un accord de stratégie pour le développement du Sud Kivu, Nord Kivu et le Maniema vient d'être signé à Kolwezi dans la province du Lualaba. Ensemble, ces trois provinces vont combattre la vente illicite de leurs minéraux. Jean-Jacques Pourouzi, gouverneur du Sud Kivu, explique ici l'importance de cet accord. Nous avons décidé de nous mettre ensemble. C'est une initiative qui a commencé en janvier à Bukavu. L'idée, c'est de nous mettre ensemble pour essayer de faire face aux nombreux défis qui affectent la population du Sud Kivu, du Nord Kivu et du Maniema. Il y a un sérieux trafic illicite de nos minéraux. Selon nos calculs, le Grand Kivu réuni peut générer facilement 24 milliards de dollars américains par mois. Et tous ces minéraux nous échappent. 83% des minéraux qui sont exploités dans le Grand Kivu sont illégalement détenus. Au moins 750 kilos d'or de production par mois déclarés. Et donc, c'est des milliards de dollars américains qui nous échappent chaque année. Ces derniers soulignent les axes prioritaires pour le développement de ces trois provinces. Avec cette stratégie, nous allons mutualiser nos forces de défense et de sécurité, nos contrôles sur nos frontières respectives. Nous allons renforcer les mécanismes de vérification de la perception des taxes. Et là, ça va nous permettre de générer de l'argent. C'est-à-dire nous allons capturer cet or qui est en train de nous échapper, cette cassitérite, ce coltan, ce diamant. Et puis nous voulons aussi renforcer la libre circulation des personnes et de biens, qui est un droit reconnu par notre Constitution. Les Sud Kivu, le Nord Kivu et le Maniema qui forment les Grands Kivu. Cette région est d'une grande importance pour la République démocratique du Congo en raison de sa richesse naturelle, de sa diversité culturelle et de son rôle stratégique. Nous allons changer de chapitre pour parler naufrage. Le député national élu des Bikoro, Christophe Boulou, lance un appel pressant aux autorités pour mettre fin au naufrage dans l'espace Grand Équateur. Les bilans est lourd, c'en est trop. Les naufrages à l'équateur et dans certaines provinces de la République sont fréquents et causent des morts d'hommes. Ces naufrages sont souvent causés par des embarcations surchargées et des conditions météorologiques parfois défavorables. L'élu des Bikoro, Christophe Boulou, exprime son inquiétude face à la tragédie de naufrages qui se produisent dans l'espace Grand Équateur. Il interpelle le gouvernement de la République sur la nécessité d'agir pour mettre un terme à ces tragédies maritimes. Donc dans ces embarcations, il y avait 250 personnes, mais ce fait qu'il y a 10 rescapés
une cinquantaine de morts et puis des disparus. Donc, une fois de plus, il se pose le problème de sécurité, de voyage dans nos rivières, dans nos lacs, dans nos fleuves. Je crois aussi qu'il faut vraiment établir des responsabilités, que ce soit temps privé, que ce soit public, pour savoir qui a fait quoi. Et il faut chercher à déterminer aussi comment, en répétition, ces choses-là arrivent. Il faut à un moment donné que le pouvoir public prenne des choses en main. Cette tragédie entraîne de pertes en vies humaines et soulève des questions sur la sécurité maritime et la gestion des passagers. Mais c'est comme ça qu'on interpelle le gouvernement. On fait une motion d'information pour que le gouvernement soit interpellé. Et le bureau, ils vont interpeller, ils vont écrire au gouvernement ce qui se passe. Parce que nous sommes des députés, c'est vrai. On prend les responsabilités de prendre des cercueils parce que s'il faut attendre l'État, il y aura des décompositions des corps. L'élu Lebiko propose de mettre en place des lois plus strictes concernant les... Christophe Boulou propose l'amélioration des surveillances en augmentant la présence des forces de l'ordre pour prévenir les départs dangereux et même pendant la nuit. Nous allons retourner à Kolwezi, c'est dans la province du Lualaba. Voici les tout premiers échangeurs de la ville de Kolwezi qui vient ainsi mettre fin aux embouteillages et surtout au trafic incontrôlé. Nous allons revenir sur cet élément avec notre consoeur Yolande Voka. L'ouvrage n'a rien envié aux mégastructures de pays avancés. Kolwezi a franchi un cap historique dans sa modernisation urbaine avec l'inauguration par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du tout premier échangeur de la ville. Cet ouvrage, fruit de l'expertise de l'entreprise General Malta Forest, implantée en République démocratique du Congo depuis 1922, est un chantier monumental. 2,5 km de chaussées bitumées, une largeur totale de 15,5 mètres incluant les accotements et 2 ponts majeurs, l'un de 57 mètres enjambant la RN39, l'autre de 21 mètres au-dessus de la voie ferrée. Il s'agit à ce jour du plus grand échangeur du pays. À cette occasion de l'inauguration de l'échangeur routier, ces infrastructures construites dans un contexte d'agression de notre territoire national, je voudrais en saluer les héros pour sa bravoure. Je cite son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Les sites bénéficient également d'un système d'éclairage public alimenté par 154 lampadaires solaires fournis par Congo Énergie, une autre entreprise du groupe Malta Forest International. C'est un honneur et une profonde fierté pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom du groupe Forest, à l'occasion de l'inauguration d'un ouvrage hors du commun, le tout premier échangeur de la ville de Kolwezi, et j'oserais le dire, de la République démocratique du Congo. Une contribution qui s'inscrit pleinement dans la dynamique de développement durable qu'incarne la philosophie politique du chef de l'État, traduit ici par un engagement du secteur privé dans la transformation du paysage urbain congolais. Et ce n'est qu'un début. Les groupes Forest annoncent déjà le lancement prochain de travaux d'un deuxième échangeur à 2 niveaux, cette fois au rond-point Mwangeji. Une nouvelle infrastructure qui viendra renforcer la fluidité du trafic à Kolwezi et soutenir l'expansion de la capitale mondiale du cobalt. Bravo à la gouverneure Fifi Masuka pour ces réalisations qui rentrent dans la vision du chef de l'État. Nous allons nous arrêter à un moment donné au Katanga, c'est à Lubumbashi. C'était depuis le vendredi 13 juin 2025 qu'est intervenue la clôture de la formation et recyclage des conducteurs de tricycles et motocyclistes exerçant leur métier dans la ville de Lubumbashi. En voici le détail avec nos reporters à partir de Lubumbashi. Les motards et conducteurs de tricycles sont désormais mieux outillés après avoir suivi une formation de recyclage et remise à niveau. Ils étaient environ 4000 concernés par cette formation, organisée dans toutes les villes et territoires de la province du Haut-Katanga. La cérémonie de clôture est intervenue avec la remise des brevets aux participants venus très nombreux et visiblement très contents d'avoir participé à cette formation.
Une grande première en République démocratique du Congo grâce à une initiative de Laurent Lusamba Kazadi, ministre provincial des Transports, sous l'impulsion du gouverneur des provinces Jacques Aboula Katoué. Le directeur provincial de la CNPR a remercié la ministre provinciale des Transports pour cette formation des conducteurs des motos et des tricycles qui a pour avantage de réguler la circulation et de réduire sensiblement les cas d'accidents de circulation. La ministre provinciale des Transports, Laurent Lusamba Kazadi, a félicité les participants pour avoir répondu nombreux, mais aussi pour leur assiduité à ces recyclages. Vous avez choisi de vous engager pour votre sécurité, celle des autres usagers de la route et pour le bien commun. Ce geste qui semble ordinaire est en réalité un véritable acte de civisme. La remise des brevets aux participants a sanctionné cette formation de remise à niveau. Avec les matières reçues, ces motocyclistes et conducteurs de tricycles vont devoir exercer leur métier en toute sécurité. Au cours de cette cérémonie, on a noté la présence de l'honorable Saint-Is Kaja, député provincial, ainsi que d'autres invités qui ont tous salué cette bonne initiative de la ministre provinciale du Transport. Nous allons aller au Kasaï central, précisément à Kananga. Le président de l'Assemblée provinciale a participé avec brio à la 12e session de la conférence des gouverneurs. Il a reçu de nouvelles instructions de la part du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il a regagné Kananga, c'était le vendredi dernier, et accueilli sur les tarmacs par les élus provinciaux. La majorité des députés de l'Assemblée provinciale du Kasaï central contestent l'installation du bureau d'âge et somme le rapporteur adjoint, seul membre du bureau non visé par la pétition, de convoquer la plénière légale sans tarder afin d'examiner les pétitions adressées à ses 4 autres collègues membres du bureau. Au travers d'une déclaration politique rendue publique vendredi 13 juin 2025 au siège de l'organe délibérant, ces 18 des 32 députés provinciaux du Kasaï central disent avoir constaté les irrégularités et violations de leur règlement intérieur, y compris d'autres lois de la République, orchestrées par leurs 14 autres collègues députés depuis le 29 mai 2025 jusqu'à ce jour. Les 18 députés révèlent que leurs 14 autres collègues se sont notamment décidés d'initier les pétitions contre 4 des 5 membres du bureau en date du 29 mai. Pétition notifiée le 30 du même mois. Une plénière irrégulière en date du 5 juin au cours de laquelle ils ont mis en place un soi-disant bureau d'âge dirigé par l'honorable Stéphane Mwanda Malombo, n'étant pas le plus âgé car né en 1963 alors que le plus âgé est l'honorable Crispin Boumou Mapumba, né en 1952. Par ailleurs, les 18 députés provinciaux déplorent la tenue d'une plénière, toujours par leurs 14 collègues, en date du 10 juin 2025, pour examiner les pétitions à l'absence des membres du bureau visé, qui s'est trouvé à Kinshasa sur l'invitation officielle de la vice-ministre nationale de l'Intérieur Eugénie Tchela Kamba, sans exclure la mission officielle qu'effectuait l'honorable président Daniel Lukusa à Kolwezi à la conférence des gouverneurs. Heureusement que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lors de la 12e conférence des gouverneurs, insisté pour que les instabilités dans nos provinces. Nous allons parler de l'environnement, cérémonie d'ouverture du 2e forum international du bassin du Congo, 4e journée d'échanges scientifiques qui a des experts nationaux et internationaux suivis. Clôture du 2e Forum international du bassin du Congo sous le thème « Libérer les services des ressources en eau en vue du développement durable dans les bassins du Congo », organisé du 10 au 13 juin 2025 par l'École régionale de l'eau et Centre des recherches en eau du bassin du Congo, CREBAC. Cette rencontre scientifique visait principalement à diffuser les résultats des recherches récentes sur les bassins du Congo, évaluer l'état actuel des connaissances et les avancées constatées dans les domaines des ressources en eau dans la région et favoriser une meilleure interaction entre les différents acteurs régionaux et internationaux, nous dit le professeur Raphaël Chimanga, directeur du Centre des recherches en eau du bassin du Congo. C'est une nouvelle ère que nous commençons au niveau du bassin du Congo. Personne n'est exclu.
les chercheurs, le secteur privé, les professionnels qui travaillent sur le terrain, les membres de la société civile, les décideurs, tout le monde concourt aux efforts pour pouvoir préserver cet écosystème, mais aussi promouvoir le développement socio-économique dans le bassin du Congo. Et l'idée, c'est que nous devons contribuer à l'émergence des modèles de développement durable basés sur la gestion des services des ressources en eau dans le bassin du Congo. Ces assises se sont clôturées sur un point de vue favorable à en croire les organisateurs. Les doléances de la population, c'est en train de trouver des solutions pour l'installation de panneaux publicitaires dans la capitale pour permettre une bonne circulation. Serge Marlin Mata nous en donne le détail. Il s'observe depuis quelques temps à Kinshasa une prolifération incontrôlée des panneaux publicitaires, souvent installés sans respect des normes urbanistiques et sécuritaires. Ce constat a été fait par le directeur général de l'autorité de régulation et de gestion de la publicité de Kinshasa, Graciel Kessungu, lors d'une visite effectuée sur le terrain. Question de s'imprégner de la situation actuelle et de garantir une meilleure gestion de l'espace urbain. Nous avons constaté qu'il y a prolifération et aussi pollution visuelle. C'est également rendu sur le boulevard Lumumba et Triomphal. Sur place, il a fait un constat amer. Très grand panneau vient de tomber, j'apprends pour la deuxième fois. Cela nous inquiète. Et là, ça ne respecte même pas les normes en termes d'efficacité. Dorénavant, c'est fini cette histoire. C'est ainsi que le gouvernement provincial de Kinshasa a annoncé depuis le 12 février dernier la suspension immédiate de l'implantation de tout dispositif publicitaire sur l'ensemble de la ville. Ceci dans le but de réorganiser les paysages urbains et de lutter contre l'anarchie observée dans le secteur de l'affichage publicitaire. Cédric Kenya nous amène à l'Académie des Beaux-Arts où les étudiants de cette institution universitaire apprennent l'art d'animation. Un atelier de formation a été organisé pour perfectionner les outils de communication suivants. Un atelier qui pose les jalons de la création d'un noyau autour duquel va se structurer le futur département du cinéma d'animation de l'Académie des Beaux-Arts. L'objectif ici étant de créer un pôle ou un noyau autour du le futur département du cinéma de la comme le potentiel est là et puis un homme. Avec l'appui de l'ambassade de France, les experts venus de l'Hexagone ont discuté la forme la plus l'animation image par image pour aboutir à une animation. Ils ont pu réaliser, mais par équipe, des petits clips en stop motion. Stop motion étant l'animation image une fois bouger, que l'on doit bouger avant chaque photo, qu'au final, il faut assembler un petit film d'animation. Et ils ont fait un travail extraordinaire, les clips sont magnifiques et je pense que ces étudiants prometteurs ont un avenir dans ce domaine du cinéma, ce que je leur porte. D'autres séries de formations sont envisagées pour atteindre le but de prendre des patents. Pendant cette créateur de la langue littéraire russe moderne, né en 1999. Depuis lors, la Russie et le monde entier célèbrent la journée de la langue russe. C'était l'occasion pour l'ambassadeur de la Fédération de Russie en RDC, Karl Chikaz, de lancer la reprise des cours de langue russe à l'École nationale d'administration à Kinshasa en présence du DG, des professeurs,
des membres du corps scientifique, du personnel administratif et des étudiants de l'ENA, précisant que le russe est l'une des langues les plus populaires, classée 7e au monde en fonction du nombre de locuteurs et 6e en fonction du nombre de sites web sur Internet. Il est à noter que la langue russe est enseignée en République démocratique du Congo depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, les spécialistes de l'Université pédagogique d'État de Voronezh enseignent le russe ici, à l'École nationale d'administration, pour favoriser le multilinguisme de l'échange et du dialogue pour unir davantage le peuple de nos deux États. Il est à noter que la décision de célébrer la journée de la langue russe comme l'une des langues officielles de l'ONU était adoptée en 2010. C'est en 2011 que le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a signé un décret sur la célébration annuelle de cette journée afin de préserver, soutenir et développer cette langue en tant que trésor national du peuple de la Russie. Et puis, l'initiative de créer une nouvelle société des droits d'auteur ne fait pas l'unanimité. Beaucoup pensent qu'il faut se référer à la loi de 1986 qui consacre le monopole d'une seule société. David Moubenga. La création d'une nouvelle société de droits d'auteur en République démocratique du Congo est perçue d'une manière controversée. Pour certains opérateurs culturels, créateurs d'œuvres d'esprit, leur lecture est basée sur la loi 86 qui consacre le monopole d'une société dans la gestion de droits d'auteur. Il y a le mot bicéphalisme ou l'existence de plusieurs sociétés. Cela constitue le début ou la base de la problématique qui aujourd'hui va se conclure par la création d'une société. La loi 86 accorde le caractère monopolaire à une seule société, monopole pour la gestion des droits d'auteur en République démocratique, à la création de la SOCODA. 19 associés coopérateurs ont mis leur part pour la création de la SOCODA. Et en cours de chemin, un des coopérateurs va créer et respecter les jusqu'à ce jour, comme on vous l'a dit, on a évoqué, la loi 86 n'accorde l'existence que d'une société. Fin de ce journal de Rudis Kitutu, réalisé par Rodé Mpanda avec les concours rédactionnels de Christelle Louindoula. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 20h avec Gaëtan Magalano. Merci et au revoir.